Chaque matin, l'horloge ne marque pas seulement le début d'un nouveau jour, mais aussi le prix de tes décisions. Beaucoup ouvrent les yeux et, sans y penser, se laissent emporter par le pilote automatique. Ils répètent les mêmes habitudes, nourrissent les mêmes pensées, cèdent leur attention à ce qui importe le moins. Cette inertie a un coût psychologique qui s'accumule silencieusement. Ce que tu ne maîtrises pas au réveil s'empare de toi le reste de la journée. C'est ici que le stoïcisme cesse d'être une idée ancienne pour se transformer en un outil brutalement utile. Oublie la fantaisie de la motivation magique. Ce qui détermine ta force intérieure n'est pas l'inspiration fugace, mais les mécanismes mentaux que tu entraînes avant que le monde ne t'entraîne. Le stoïque moderne ne cherche pas la calme dans des retraites secrètes, ni n'attend que l'environnement change. Il sait qu'il n'y a qu'une seule façon de protéger l'esprit, prendre le contrôle quand personne d'autre ne le fait, juste au début de la journée. Se lever sans clarté est la première erreur. Laisser les autres décider comment tu penses est la deuxième. Si tu ne filtres pas ton attention, tu finiras par vivre l'agenda de quelqu'un d'autre. Fais-le différemment. 10 minutes de concentration valent plus que des heures de dispersion. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de chercher un mantra, mais de construire une discipline invisible et de protéger ton énergie comme si ta vie en dépendait. Parce que oui, elle en dépend. La clarté ne se trouve pas, elle se fabrique. Le temps ne se récupère pas, il se respecte. Voici l'appel. Chaque matin, tu prends les commandes ou tu acceptes le coup. 1. Protège ton énergie au réveil. Il y a des matins où je me réveille et le premier réflexe est de céder. Céder le contrôle de mon énergie avant même d'ouvrir correctement les yeux. C'est comme si l'esprit, sans résistance, voulait se livrer au pilote automatique, vérifier le téléphone, faire défiler des messages, absorber les opinions des autres, laisser le monde décider de mon humeur avant de me rappeler qu'elle m'appartient. Il est brutalement facile de tomber dans ce piège, de justifier cela par « ce n'est qu'une minute » ou « j'ai besoin de savoir ce qui se passe ». Mais non, ce qui se passe réellement, c'est que je me vole de la force, offrant ma journée aux impulsions les plus faibles, hypothéquant ma clarté en échange de distractions immédiates. Personne ne va protéger mon énergie si je ne le fais pas. Ce confort de commencer la journée sans discipline est un luxe qui finit par coûter trop cher. Il y a un coût caché dans chaque petite décision que tu prends au réveil, la dette d'attention qui s'accumule, la fragmentation interne qui passe inaperçue, le sentiment de vide qui t'accompagne lorsque tu permets aux autres de configurer ton état mental. Si tu n'es pas impitoyable avec ta première heure de la journée, tu finiras par vivre à la merci des demandes des autres et des attentes que tu n'as même pas choisies. Défendre ton énergie est un acte radical. Il ne suffit pas de le vouloir, tu dois te protéger. Combien de fois vas-tu permettre qu'un titre, une notification ou l'humeur d'une autre personne dicte le ton de tes pensées matinales? Tu n'es pas une feuille emportée par le vent de l'extérieur, tu es responsable de filtrer, de décider ce qui entre et ce qui reste dehors. La force intérieure ne se construit pas avec de bons désirs, mais avec des actions inconfortables, avec la détermination de dire non à toute intrusion qui menace ton centre. Éteindre le téléphone, ne pas ouvrir les conversations en attente, résister à la tentation de t'anesthésier avec des informations sans importance, c'est de l'entraînement. C'est ainsi que se renforce le muscle de l'autodirection, ainsi que l'on se rappelle que le terrain de ton esprit est sacré, pas une zone d'accès libre pour n'importe quel stimulus. Il est facile de chercher des excuses, de dire que le travail l'exige, que tu n'as pas le temps, que la réalité est urgente. Mensonge. L'urgence réelle est autre. Protéger ton énergie comme si tout ce que tu feras aujourd'hui en dépendait. Parce que cela en dépend. La clarté ne se mendie pas, elle se défend. La journée se gagne ou se perd dans la première bataille et presque toujours, personne ne voit que tu l'as déjà perdue avant de te lever du lit. Si tu te respectes, si tu te prends au sérieux, commence par exiger un standard plus élevé dès la première minute. Ce que tu tolères au réveil se multiplie le reste de la journée. Ne deviens pas ton pire ennemi.
La vie ne t'offre pas de matin, elle te les fait tous payer. 2. Choisis tes pensées, pas tes réactions. Tu traverses une rue et quelqu'un te pousse accidentellement en regardant son téléphone. L'inertie te fait froncer les sourcils. Tu sens la tension dans les épaules. La mâchoire se serre. Une phrase acide remonte à la langue. Tout cela se produit avant que tu puisses penser à autre chose. C'est automatique. Le corps réagit, l'émotion réagit, l'esprit suit le courant. Cette scène, si quotidienne et triviale, est en réalité le piège dans lequel la plupart des gens se retrouvent piégés. Car chaque petit frottement, chaque message qui n'arrive pas quand tu l'attends, chaque geste indifférent que tu reçois au travail ou à la maison, devient une étincelle qui déclenche des réponses mécaniques. Et tu accumules du poids, irritation, déception, frustration, tout cela parce que tu as confondu réaction et pensée propre. La première erreur est de croire que ce que tu ressens est la même chose que ce que tu penses. Mais ce n'est pas le cas. Les réactions émotionnelles sont des réflexes conditionnés, de vieux programmes qui tournent en arrière-plan, installés par des expériences passées, par des attentes non révisées, par l'habitude de laisser l'environnement écrire ton scénario interne. Le stoïcisme te le dit sans détour. Tu n'es pas tes impulsions. Tu es ce que tu choisis de maintenir dans ton esprit après l'impulsion. Il y a un écart, petit mais décisif, entre la réaction et la pensée. Et cet écart est tout ton pouvoir. Si tu le laisses passer, tu vis à la merci de ce qui t'arrive. Si tu l'utilises, tu deviens maître de toi-même. Au début, il est difficile de le voir. La journée est pleine de micro-agressions, d'imprévus, de promesses non tenues, de commentaires qui touchent ton orgueil. Sans t'en rendre compte, tu deviens un récepteur passif de stimuli et tu laisses chaque réaction automatique orienter tes prochains mots, tes prochaines actions. C'est comme un effet domino. Une réaction non filtrée le matin peut tordre la logique du reste de la journée. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de ne pas remettre le gouvernail à ce qui surgit en premier. La clarté commence lorsque tu apprends à distinguer. Cela n'est qu'une réaction, pas une vérité. Tu choisis quelle pensée cultiver, quelle histoire raconter dans ta tête, quelle signification attribuer à ce qui se passe. Cela exige un effort délibéré, la discipline d'observer l'impulsion et de la laisser passer avant de décider quelle sera ta véritable réponse. Si tu veux de l'autodiscipline, tu dois la pratiquer avec les petites choses. Chaque fois que tu choisis une pensée plutôt qu'une réaction, tu entraînes le muscle de l'esprit. Tu cesses d'être otage des états d'âme et tu commences à construire ton propre jugement. Ainsi, tu évites la dette émotionnelle qui vient de te laisser emporter par l'immédiat. Les stoïciens ne cherchaient pas à éteindre les émotions, mais à ne pas en être esclaves. La liberté commence dans cette pause minimale, dans ce filtre que tu appliques avant de laisser le monde dicter ton état interne. Tu choisis ta pensée, pas ta réaction. C'est la différence entre survivre à la journée et la diriger. L'esprit se renforce dans les petites décisions. Ne réponds pas automatiquement, réponds consciemment. Celui qui contrôle ce qu'il pense, contrôle son destin. 3. Défends ta paix mentale chaque matin. Ta paix mentale est un bien limité. Si tu ne la protèges pas, quelqu'un l'occupe. La journée commence, et dès les premières minutes, tu fais face à une série de demandes invisibles qui cherchent à s'immiscer dans ton attention. Stimuli, attentes externes, souvenirs non résolus, micro-tensions qui s'infiltrent sans demander la permission. Si tu analyses avec honnêteté, la plupart de tes pertes de clarté ne viennent pas de grandes tragédies, mais de petites concessions quotidiennes, cette conversation inutile, cet avis que tu n'as pas demandé et qui pourtant t'affecte, cette préoccupation qui n'est même pas la tienne, mais que tu décides de porter. L'esprit se fragmente non seulement par ce qui se passe, mais par tout ce que tu permets de se passer en toi. La grande erreur est de penser que la paix mentale est un luxe, quelque chose que tu peux négocier selon le contexte ou remettre à plus tard après le chaos. C'est une ressource stratégique, la base sur laquelle repose tout ton jugement et ta capacité de réponse. Lorsque tu cèdes ce terrain, chaque décision devient susceptible au bruit, chaque émotion se déforme, chaque objectif se dilue.
Cela fonctionne comme un système de priorités internes. Si tu ne mets pas la paix mentale au sommet, tout le reste la déplace. Et ce qui déplace ta paix finit par gouverner ta journée. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas le coup jusqu'à ce que l'épuisement soit évident. Tu passes des heures à résoudre des problèmes d'autrui, à absorber des tensions qui ne te concernent pas. Et à la fin, tu te demandes pourquoi tu ressens cette fatigue sourde, cette irritation sans cause claire. Ce n'est pas un mystère. Tu as permis à d'autres de décider du ton et du contenu de ton monde intérieur. La défense de la paix mentale commence bien avant que les grands conflits n'apparaissent. Elle réside dans la somme de petites décisions. À quoi tu prêtes attention, ce que tu laisses passer, quelle conversation tu interromps à temps, quel sujet tu décides de ne pas aborder pour ta santé mentale. Celui qui ne filtre pas vit saturé. Celui qui ne protège pas son espace psychologique finit par agir par réflexe et non par conviction. L'approche stoïque est radicalement pratique. Ne concède pas d'espace mental à ce qui ne construit pas. Ne te laisse pas intoxiquer par les drames des autres. Ne permets pas que l'opinion des autres s'incruste dans ta perception de soi. Il ne s'agit pas d'éviter la réalité, mais de choisir consciemment ce qui mérite une place dans ton esprit en commençant la journée. La clarté se négocie chaque jour, et la négociation se fait avec tes propres habitudes. Si chaque matin tu permets à des facteurs externes de pénétrer ton centre, tu perds du pouvoir avant même de sortir de chez toi. La discipline n'est pas répression, c'est auto-l'idée. Demande-toi, est-ce que cela ajoute ou enlève? Ce qui enlève se rejette. L'esprit n'est pas une décharge d'éléments extérieurs, c'est un espace de construction consciente. Défends cette frontière comme si ton bien-être en dépendait, car il en dépend. Personne ne respectera ta paix mentale si tu ne la défends pas avec rigueur. La véritable force se mesure à la fermeté de tes limites. Garde la porte fermée à ce qui ne nourrit pas. La sérénité est une décision quotidienne, pas un accident. 4. Faites de l'attention une priorité quotidienne. Parfois, l'esprit ressemble à une salle de contrôle ancienne, où des dizaines de leviers et de boutons se disputent votre main. Chaque stimulus externe, chaque souvenir, chaque tâche en attente essaie de s'allumer tout seul, cherchant à attirer votre attention avant tout le reste. Le véritable danger n'est pas le chaos, mais le désordre invisible, la tendance à répartir votre énergie en 1000 fragments, sautant d'une préoccupation à l'autre, comme si vous pouviez être partout sans vous perdre dans aucune. Mais la vérité est autre. Chaque distraction est une fuite de ressources internes, et l'attention que vous dispersez ne revient pas intacte. L'illusion que vous pouvez vous occuper de tout en même temps est un piège sophistiqué que l'esprit vous tend. Une justification confortable pour éviter ce qui est difficile, choisir et renoncer. L'attention n'est pas simplement une question de productivité, c'est une affirmation quotidienne de qui vous êtes et vers où vous allez. Il y a des jours où l'esprit vous pousse à sauter d'une pensée à l'autre comme si cela était un signe d'intelligence ou de capacité. Mais ce qui se cache vraiment derrière cette dispersion, c'est la peur de faire face à l'essentiel. Il est plus facile d'occuper le cerveau avec des stimuli mineurs que de s'asseoir devant la tâche difficile, la conversation inconfortable, l'engagement profond. Prioriser l'attention est, au fond, un acte de bravoure psychologique. Admettre que vous ne pouvez pas tout gérer et que, si vous essayez, vous finissez vide, vous sentant insuffisant sans savoir pourquoi. Choisir sur quoi se concentrer, c'est aussi choisir qui décevoir, quoi laisser sans faire, quoi ignorer consciemment. Ce renoncement fait mal, mais c'est le prix de toute clarté. Bien souvent, le conflit interne n'est pas un manque de temps, mais un manque de direction. Vous accumulez des tâches, des engagements, des pensées, et vous confondez activité avec sens. Vous remplissez vos heures de mouvement, mais vous vous éloignez de vous-même parce que vous ne vous arrêtez jamais pour filtrer ce qui compte vraiment. L'attention nécessite de la rudesse. Vous demandez sans fioriture ce qui mérite votre investissement mental aujourd'hui et ce qui n'est que du bruit déguisé en urgence.
C'est ici que le stoïcisme devient un outil chirurgical. Il ne suffit pas de vouloir vous concentrer, vous devez identifier les mécanismes internes qui vous poussent à la dispersion, le besoin de validation, la peur de manquer quelque chose, l'habitude de fuir l'inconfort. Ce n'est que lorsque vous reconnaissez ces motivations cachées que vous pouvez commencer à les désactiver. L'esprit flou devient son propre fardeau. Peu importe votre talent, si vous vous laissez emporter par chaque impulsion, vous finissez par diluer votre force jusqu'à la rendre irrélevante. L'essentiel est toujours caché derrière les distractions séduisantes. La question n'est pas « que puis-je faire de plus ?», mais « quelle est la seule chose qui compte vraiment aujourd'hui ?» C'est là que réside la différence entre avancer et simplement bouger. Faites de l'attention votre priorité quotidienne et tout le reste se réorganisera de lui-même. La dispersion est une dette qui se paie cher. Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'être plus clair. L'attention est brutale. Elle vous oblige à choisir, à maintenir votre regard lorsque tout vous invite à regarder ailleurs. La clarté est le luxe des disciplinés. 5. Décide tes batailles avec sagesse. Personne n'a assez d'énergie pour mener toutes les guerres que la vie te présente. Et si tu essaies, tu ne fais que devenir le pantin de tes propres réactions. C'est la dure réalité. Chaque jour, tu es exposé à des dizaines de provocations, petites et grandes. Et si tu n'apprends pas à distinguer celles qui méritent ta réponse de celles qui cherchent seulement à t'entraîner dans l'épuisement, tu vas te vider émotionnellement avant le déjeuner. L'auto-tromperie la plus basique est de croire que chaque conflit est urgent, que chaque offense exige une réplique, que tout désaccord nécessite ton intervention. Ce n'est pas du courage, c'est un manque de filtre. Celui qui discute pour tout n'a finalement pas la force pour ce qui compte vraiment. Il y a un prix caché à cette habitude de sauter devant chaque menace. La dispersion te transforme en une version caricaturale de toi-même, réactif, épuisé, sans direction. Tu t'épuises à défendre ton ego dans des discussions sans sens. Tu t'obsèdes à gagner des points dans des batailles mineures et tu perds de vue le véritable front où se joue ta croissance. La sagesse ne se mesure pas par le nombre de luttes gagnées, mais par la capacité d'ignorer celles qui n'alimentent que ta faiblesse. La plupart des affrontements quotidiens ne sont rien d'autre que des pièges pour ton énergie. Des messages qui cherchent à te provoquer, des commentaires qui n'existent que pour te voler ta stabilité, des situations insignifiantes que ton esprit transforme en drame. Le stoïcisme ne te demande pas d'être un lâche, ni de devenir indifférent. Il exige que tu sois sélectif. Tout ne mérite pas ta réponse, et encore moins ta paix. Il y a des gens qui ne savent vivre que du conflit, et si tu entres dans leur jeu, ils t'entraînent dans leur misère. La maturité se remarque dans la qualité de tes renoncements. Laisser passer la petite attaque, se taire devant la provocation mesquine, ne pas gaspiller d'énergie à expliquer l'évident à ceux qui ne veulent pas comprendre. C'est ça la vraie force. Choisir tes batailles comme celui qui veille sur ses dernières ressources, car chaque jour, tu n'as qu'une quantité limitée de concentration et de patience. Dépense cela pour ce qui fait vraiment avancer ta vie. Il est tentant d'entrer dans chaque discussion, de répondre à chaque critique, de clarifier chaque malentendu. Mais cette compulsivité est un signe d'insécurité, pas de caractère. La plupart cherchent simplement à se valider à travers le conflit, comme si chaque confrontation résolvait quelque chose d'essentiel. Mensonge. Ce que tu obtiens, c'est de porter un poids mental supplémentaire, accumulant des ressentiments et des frustrations qui ne te concernent pas. L'entraînement quotidien est un autre. Apprendre à lâcher rapidement ce qui n'apporte rien, à laisser les autres avoir le dernier mot si cela signifie protéger ton équilibre. La véritable discipline est de choisir où mettre ton énergie et où la retirer sans culpabilité. Tu ne dois ta réaction à personne. Défends ta paix comme si c'était une ressource non renouvelable. Tout ne mérite pas une réponse. Dans l'économie de ton esprit, chaque bataille improductive est une fuite qui appauvrit ta journée. Arrête de donner ta force dans des luttes qui ne changent rien. Décide avec froideur où investir ton courage et où simplement ne pas apparaître.
C'est ça la différence entre vivre épuisé et avancer avec clarté. 6. Construis une discipline sans chercher de reconnaissance. Je reconnais quelque chose d'inconfortable. Parfois, alors que je répète cette routine auto-imposée de me lever tôt, d'étirer mon corps, de préparer mon café et de m'asseoir pour lire même si personne ne me voit, je ressens une sorte de vide, un élan subtil, presque imperceptible, d'attendre que quelqu'un le remarque, qu'un message d'approbation arrive ou qu'un regard complice valide l'effort que je mets dans de petites choses qui ne seront jamais des nouvelles. Je m'observe de l'extérieur, ajustant ma posture, vérifiant ma tasse, repassant mentalement la discipline du matin comme si, par un miracle quelconque, un public invisible me récompensait pour ma constance. Mais la réalité est autre. Il n'y a ni applaudissements, ni témoins. Le silence est la seule compagnie, et parfois, il pèse. Je me rends compte que presque tout ce qui transforme réellement le caractère se passe dans ces moments anodins, loin de toute reconnaissance. Les gestes minuscules que tu répètes seul, les habitudes que personne ne t'impose, les renoncements que toi seul vérifies, sont ceux qui finissent par façonner le fer intérieur. Il est inconfortable de l'admettre, mais une partie de moi aimerait que le monde valorise la discipline invisible, que la constance est une photo et une médaille. Cependant, la véritable discipline ne se construit pas pour être regardée. Elle se forge dans l'anonymat, dans la répétition inflexible, dans la modestie du quotidien. J'observe mon environnement et le piège est évident. Nous vivons entourés d'incitations à montrer l'effort, à le documenter, à afficher chaque succès éphémère dans la vitrine numérique et à attendre une réaction. La gratification externe est addictive, car elle simule un avancement. Mais en réalité, souvent, elle sabote le processus. L'entraînement quotidien de l'autodiscipline n'a ni témoin ni like. C'est cette décision de fermer le navigateur quand la tâche n'est pas encore terminée, de sortir, marcher même si le corps proteste, d'écrire une page de plus quand la fatigue te demande d'abandonner. Ce sont des détails visibles seulement pour toi. Des gestes qui n'accumulent pas de mérite social, mais qui s'additionnent dans le bilan intérieur. Parfois, la seule reconnaissance est la fatigue honnête d'avoir fait ce qui était juste quand personne ne l'exigeait. La discipline qui compte est celle qui résiste à l'indifférence du monde. Il y a des matins où la tentation de chercher une validation est forte. Tu ressens l'élan de raconter à quelqu'un ce que tu as accompli, de chercher une tape dans le dos, d'attendre un commentaire qui te donne de l'énergie pour l'effort suivant. Mais si tu cèdes à cet élan, tu fais dépendre ton propre processus du reflet des autres. Et là, tu perds du pouvoir. La transformation la plus profonde se produit lorsque tu es capable de suivre ta routine, même si personne ne la célèbre, lorsque tu construis des habitudes solides, sans témoin, lorsque ta motivation ne dépend plus de l'approbation externe. C'est sur ce terrain, brut et parfois solitaire, que le caractère se consolide. La véritable discipline se mesure à ce que tu fais quand personne ne regarde. La journée se termine et personne ne sait combien de fois tu as dû recommencer, combien de luttes intérieures tu as gagnées en silence, combien de fois tu as choisi le chemin difficile sans témoin. Mais toi, tu le sais. C'est le compte qui importe. Ne cherche pas de reconnaissance, cherche la cohérence. Le respect de soi se construit dans l'obscurité. C'est là que tu deviens inébranlable. 7. Lâche rapidement ce qui ne compte pas. Tu vas le matin au travail ou en cours et en chemin commencent à surgir de petites contrariétés. Un courriel inutile, une notification de groupe qui ne t'apporte rien, un commentaire trivial qui s'infiltre dans ton esprit et reste plus longtemps que nécessaire. Ce sont des détails minimes, mais si tu fais attention, tu remarqueras comment ils s'accumulent presque sans que tu t'en rendes compte. L'esprit, par défaut, a tendance à retenir tout. Des offenses légères, des phrases ambiguës, des micro-déceptions, des tâches qui ne sont pas urgentes mais occupent de l'espace. Le résultat est prévisible. Tu charges de plus en plus de poids invisibles et tu l'emportes avec toi tout au long de la journée. La première erreur stratégique est de ne pas discriminer ce que tu gardes. L'esprit n'a pas d'espace infini ni d'énergie illimitée.
Il fonctionne comme un système d'exploitation qui, si tu ne le nettoies pas régulièrement, commence à fonctionner lentement, saturé, sans réelle capacité de réponse. Lâcher rapidement ce qui ne compte pas n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle de base. Chaque pensée inutile que tu conserves est un fragment d'attention que tu perds. Chaque offense mineure que tu revivres est une énergie vitale qui se détourne de l'essentiel. Le coup ne se fait pas sentir immédiatement, mais il s'accumule sous forme de fatigue mentale, d'irritabilité, de difficulté à décider. Si tu observes avec honnêteté, tu découvriras qu'une partie considérable de tes tensions quotidiennes ne provient pas de grands problèmes, mais de l'accumulation de trivialités auxquelles tu donnes plus de vie qu'elles ne le méritent. Le cerveau cherche à fermer des cycles, à tout comprendre, à obtenir une clarté absolue. Mais la réalité est que la plupart des choses qui te perturbent le matin ne nécessitent ni analyse ni solution. Elles doivent simplement être écartées, archivées dans la corbeille mentale. C'est ici que l'entraînement stoïque devient pratique et exigeant. Il ne s'agit pas de nier ce qui t'affecte, mais d'intervenir activement dans le processus, identifier ce qui n'apporte rien et le lâcher avant qu'il ne s'incruste. Lâcher rapidement est une compétence qui s'entraîne, pas un don. Plus tu pratiques, moins tu traînes. La clarté n'est pas une question de chance, c'est une gestion consciente de ton monde intérieur. Le mécanisme est simple, mais nécessite de la discipline. Chaque fois que tu remarques qu'une contrariété mineure, un rappel inutile ou une critique infondée essaie de s'installer dans ta tête, fais l'effort délibéré de le laisser partir. Ne le rumine pas, ne le multiplie pas, ne le transforme pas en centre de ton attention. L'esprit est un espace limité. Ce que tu occupes avec des déchets, tu le perds pour ce qui est précieux. Voici l'une de ces phrases que tu dois graver. Ce qui ne compte pas, diminue, et ce qui diminue, te freine. La journée se définit par la vitesse à laquelle tu lâches le superflu. Personne ne va t'applaudir pour laisser passer une provocation ou pour ignorer une distraction. Mais c'est là le véritable travail intérieur. Lâcher rapidement, c'est te prioriser, c'est choisir où investir ton énergie. Ne deviens pas l'accumulateur de tes propres frustrations. Fais un nettoyage intérieur chaque matin. Sélectionne, écarte, passe à autre chose. Le progrès se mesure par ce que tu es capable de laisser derrière sans regarder en arrière. 8. Soyez le maître absolu de votre attention. Votre attention est votre ressource la plus précieuse et la plus facile à perdre. Personne ne vous l'arrache de force, vous l'offrez vous-même chaque fois que vous laissez le trivial s'immiscer dans votre esprit sans résistance. Je me suis surpris à tomber dans ce piège. Il suffit d'un stimulus mineur, d'une phrase au hasard, d'un petit inconfort pour que mon attention se détourne, se fragmente, se dilue dans des affaires que je n'ai même pas choisies. Il est inconfortable de le reconnaître, mais la plupart des distractions qui me fragilisent ne sont pas la faute de l'environnement, mais de mon manque de rigueur à garder la porte de ma conscience. Le véritable problème n'est pas la quantité d'informations là-dehors, mais l'absence de filtres internes. L'habitude de laisser n'importe quoi occuper ma tête est une forme lente d'usure, une micro-trahison quotidienne à mon propre but. Être le maître absolu de l'attention ne consiste pas en des efforts héroïques, mais en une vigilance inconfortable sur les plus petites habitudes mentales. Chaque fois que je permets à une pensée non pertinente de s'installer sans la remettre en question, j'ouvre une fissure par laquelle s'échappe l'énergie que je devrais investir dans ce qui est important. Le mécanisme est subtil. Il ne semble pas grave de laisser une conversation étrangère, une nouvelle insignifiante ou une comparaison inutile tourner en rond, mais la somme de ces petites concessions est ce qui finit par me voler ma clarté. Il y a une inertie presque addictive à prêter attention à ce qui n'importe pas. Le cerveau recherche un divertissement facile, une validation rapide, une évasion de l'inconfort. Mais chaque fois que je cède, je perds en précision. L'attention que je donne ne se récupère pas. Ce qui n'est pas choisi finit par construire la narration de ma journée. J'ai remarqué que lorsque je ne suis pas implacable avec ce que je laisse entrer dans mon esprit, mon jugement s'affaiblit.
Ce n'est pas seulement une question de productivité, c'est une fracture dans la capacité de choisir qui je veux être. Si chaque stimulus peut entrer, alors n'importe qui peut diriger le cours de mon état intérieur. La vie moderne est conçue pour disperser votre attention et la vendre au plus offrant. Si vous ne la protégez pas, vous vous transformez en consommateur passif de messages, d'émotions et de préoccupations d'autrui. Vous cessez de construire et commencez à errer mentalement, sans direction. Être le maître de votre attention est une discipline sans applaudissements. Personne ne vous félicitera pour avoir ignoré le superflu, pour avoir dit non à la distraction, pour avoir choisi sur quoi vous concentrer quand il serait confortable de se laisser entraîner. Mais là se trouve la véritable différence entre vivre par réaction et vivre par intention. La concentration n'est pas un don, c'est le résultat de 1000 petites décisions inconfortables. Décidez à chaque instant ce qui mérite de l'espace dans votre esprit et ce qui ne le mérite pas. C'est la véritable liberté. Dirigez votre attention comme une ressource rare, non comme un butin gratuit pour l'environnement. Le niveau de vie que vous avez aujourd'hui est le reflet de la qualité de votre attention. Ce que vous choisissez de regarder, de lire, de penser et de ressentir chaque matin finit par façonner qui vous êtes. Il ne s'agit pas de gagner plus de temps, mais de ne pas donner celui que vous avez. L'attention est pouvoir, et le pouvoir ne se négocie pas. 9. Utilise la douleur comme un moteur, pas comme une encre. Un clou rouillé enfoncé dans la semelle, c'est la douleur quand tu la traînes sans la traiter. Peu importe combien tu continues à marcher, chaque pas l'enfonce un peu plus, transformant chaque mouvement en une torture privée que tu fais semblant d'ignorer. Mais ne te laisse pas tromper. Cette douleur ne se dissipe pas, ne s'évapore pas, ne devient pas moins réelle parce que tu choisis de détourner le regard. Tout ce que tu fais, c'est laisser l'infection s'installer, laisser des racines se former, devenir l'otage de ta propre paresse émotionnelle. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses sophistiquées. La douleur, si tu la laisses libre, se transforme en encre. Tu l'utilises pour justifier chaque faiblesse, chaque procrastination, chaque échec que tu acceptes comme un destin. Tu te répètes le même discours. Je ne peux pas avancer parce qu'on m'a blessé. Je n'ai pas d'énergie parce qu'on m'a fait du mal. Ce n'est pas de ma faute. Le passé pèse trop lourd. Mensonge confortable. La douleur est inévitable, oui, mais ce que tu en fais est ta responsabilité exclusive. Personne d'autre ne va porter ce fardeau avec toi, ni te sauver de l'auto-illusion de te victimiser. Tu as deux options. Tu en fais une excuse ou tu en fais un moteur. Le stoïcisme est brutalement clair à ce sujet. Il ne te demande pas de nier la douleur, ni de l'orner de discours positifs. Il exige que tu l'utilises. Quand l'inconfort se présente, cette vieille blessure, cette erreur récente, cette déception qui ne s'en va pas, tu dois te demander à quoi cela sert, pas pourquoi cela t'est arrivé. La douleur est une matière première. Ce que tu en fais définit l'architecture de ton caractère. Tu peux laisser cela te couler, ou tu peux profiter de la pression pour forger de la discipline. Chaque fois que tu permets à la souffrance de te stopper, tu renforces le cercle vicieux de l'auto-sabotage. C'est simple. Si chaque fois que tu ressens de la douleur, tu t'arrêtes pour lécher tes blessures, tu multiplies seulement la capacité destructrice de cette gêne. La douleur se nourrit de ta passivité. Elle s'étend dans la paresse de ne pas l'affronter. Elle devient l'argument parfait pour te rendre. Ne crois pas que tu es spécial parce que tu as souffert. Tout le monde porte des cicatrices. Tout le monde a été traversé par des pertes, des trahisons, des échecs. La différence ne réside pas dans la douleur, mais dans la réponse. Si tu transformes cette énergie en action, si tu es capable de canaliser la colère, la tristesse, la culpabilité ou l'impuissance en entraînement, travail, discipline, alors la douleur cesse d'être une encre et devient un moteur. Il n'y a rien de plus pathétique que de faire d'une blessure le centre de ton identité. La douleur n'a de valeur que si tu l'as recyclée en quelque chose d'utile. Sinon, c'est une accumulation de déchets mentaux, un poids mort qui te définit simplement parce que tu refuses de le lâcher ou de le mettre à travailler en ta faveur.
La prochaine fois que la douleur pointera le bout de son nez le matin, cesse de l'utiliser comme excuse pour rester immobile. Utilise-la comme un rappel que tu as du travail à faire. L'inconfort est le meilleur entraîneur. Il ne te permet pas de t'endormir. Il t'oblige à te regarder en face et à décider si tu vas continuer à justifier ta paralysie ou si tu vas bouger, même si cela fait mal. La douleur n'est pas un héritage, c'est un outil. Utilise-le. Personne ne respecte celui qui se noie dans l'autocompassion. Respecte-toi en transformant chaque cicatrice en muscle. La douleur n'a que deux chemins. Elle te coule ou elle te propulse. Décide vite. 10. Traite ton temps comme une ressource sacrée. La vérité est celle-ci. La plupart des gens gaspillent leur temps parce qu'ils ne supportent pas de faire face à sa finitude. Ils se lèvent, regardent l'écran, se laissent attraper par l'agenda des autres et laissent le jour s'échapper entre des tâches mineures, des interruptions déguisées en urgence et des conversations qui n'ont aucune valeur réelle. Le temps s'en va dans des gestes automatiques, faire glisser le doigt sur le téléphone, ouvrir des onglets qui ne mènent à rien, écouter des histoires d'autrui qui ne construisent même pas 1 millimètre de ta vie. Tu regardes l'horloge et il est déjà midi. Tu ressens une fatigue sourde, la tête pleine de fragments dispersés, la sensation que la journée avance sans toi. Ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence directe de ne pas traiter ton temps comme ce qu'il est. Une ressource qui, une fois utilisée, ne revient pas. Observe comment tu te comportes dans les premières heures. Tu t'arrêtes sans réfléchir devant le réfrigérateur. Ouvre des messages qui peuvent attendre. Réponds à des stimuli minimes, juste pour ne pas ressentir le poids de la décision. L'esprit cherche un soulagement immédiat. Esquive l'effort de choisir avec intention. Chaque interruption a un prix, même si tu ne le vois pas. Le calendrier se remplit d'engagements vides. L'agenda devient une collection de tâches imposées par des attentes externes. Et quand enfin tu as un moment de silence, tu le remplis de bruits inutiles. La journée devient une succession de petites fuites. Et à la fin, il ne reste que la question de pourquoi rien d'important n'a avancé. Parce que tu as offert ta ressource la plus précieuse à ce qui est trivial. La discipline stoïque commence justement ici, en traitant chaque minute comme si c'était une pièce de monnaie que tu ne peux dépenser qu'une seule fois. Il ne s'agit pas de devenir un fanatique du contrôle, mais d'élever le standard de ce que tu permets d'occuper ton agenda et ton esprit. Si tu te vois céder des heures à ce qui ne construit pas, à ce qui ne te renforce pas, tu dois freiner et te demander « Cela mérite-t-il le temps que je ne récupérerai jamais ?» Tu n'as un sens de l'urgence que lorsque tu comprends que chaque minute que tu perds est une fracture dans ta vie qui ne se répare pas. Le temps ne se conserve pas, il ne s'investit que ou se perd. Et la différence est brutale. Regarde les gestes, la façon dont tu remets à plus tard ce qui est nécessaire, la manière dont tu te précipites à résoudre ce qui ne te concerne pas avant de t'occuper de tes propres affaires, la facilité avec laquelle tu te trouves des excuses en disant « je n'ai pas le temps », tout en consacrant des heures à ce qui ne compte pas. Le corps le ressent, tension dans la nuque, fatigue dans le regard. Cette anxiété qui grandit lorsque la journée se termine et que tu sais que tu n'as pas été maître de ta journée. Traiter le temps comme sacré n'est pas une belle phrase. C'est l'acte inconfortable et radical de défendre chaque heure comme s'il s'agissait d'une ressource irremplaçable. Respecte ton agenda comme tu respecterais une promesse faite sous serment. Ce que tu permets d'occuper ta journée finit par occuper ta vie. Le premier jour de l'année a un coût psychologique que presque personne n'est prêt à payer. Alors que le monde se pare d'optimisme et se noie dans des promesses recyclées, la plupart se livrent à la passivité avec une nouvelle excuse. Cette année, oui, je le jure. Mais la réalité est brutale. Le calendrier ne te transforme pas. La gueule de bois émotionnelle et physique réclame son prix, tandis que l'inertie te pousse à reporter la vraie vie, à laisser l'euphorie collective anesthésier l'inconfort de regarder de front tes propres limites. Personne ne te le dit, mais le véritable danger de la nouvelle année n'est pas d'échouer dans tes résolutions, mais de rester piégé dans l'illusion que quelque chose va changer simplement parce que le chiffre de la date a changé.
Cette complaisance, cette auto-illusion déguisée en espoir, est le véritable ennemi. Le stoïcisme ne te vend pas de rêves bon marché, ni ne t'invite à attendre des conditions parfaites. Il exige une action immédiate, une connaissance de soi brutale et la discipline d'un entraînement quotidien. La souveraineté personnelle commence lorsque tu cesses de chercher une validation externe et que tu deviens, sans témoin, le seul architecte de ton identité. Le prix de ta liberté est la discipline que personne ne voit. Si tu oses briser l'inertie aujourd'hui, pas demain, tu te places des années devant les autres. Oublie les célébrations vides et les listes interminables d'objectifs. Ce qui compte, c'est le fait, pas la promesse. Ce n'est pas un message pour des rêveurs naïfs, mais pour ceux qui sont prêts à cesser d'être des projets éternels et à assumer la responsabilité de façonner leur caractère dès la première minute. Il ne s'agit pas d'attendre le bon moment. Il s'agit de décider qui tu es maintenant. 1. Brise l'inertie dès aujourd'hui. Il n'existe aucun pouvoir magique dans le calendrier. Si ce premier jour de l'année te surprend en attendant un signe divin ou une poussée de motivation collective pour changer ta vie, tu as déjà perdu avant de commencer. La vérité est simple et brutale. Le changement ne vient pas emballé dans l'euphorie de janvier, ni dans le faux espoir que quelque chose d'externe va sauver ta volonté. Ce qui te retient, ce n'est pas l'année précédente, ni tes circonstances, ni l'ambiance festive qui a déjà disparu. C'est l'inertie que tu alimentes toi-même chaque fois que tu remets à plus tard ce que tu sais devoir être fait. La plupart choisissent de commencer l'année de la même manière qu'ils l'ont terminée, avec des excuses, avec des promesses vides, avec un agenda rempli d'idées qui ne seront jamais exécutées. Ils se convainquent que demain sera différent. Mais ce demain est le déguisement de la lâcheté, le masque de l'incapacité d'agir aujourd'hui. Jusqu'à quand vas-tu te permettre de vivre dans ce limbe mental où la planification remplace le mouvement réel? Tu dois briser l'inertie maintenant, pas lundi, pas le mois prochain, pas quand tout le monde aura fini de célébrer et reviendra à la normale. La normalité est exactement ce qui te tue. Le stoïcisme le laisse clair. La seule vraie victoire est la victoire sur ta propre passivité. Personne ne va te donner la permission, personne ne va t'applaudir pour avoir commencé avant les autres. La discipline ne se construit pas avec des intentions ni avec des phrases motivantes. Elle se cultive avec des actes inconfortables et des décisions qui coûtent. Chaque minute que tu passes à justifier ta passivité est une dette émotionnelle accumulée. Elle se paie avec de la culpabilité, de la frustration, avec la sensation que ta vie te file entre les doigts et que personne d'autre ne le remarque parce que tout le monde est aussi endormi. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de faire exactement le contraire de la majorité. Tais-toi, arrête d'annoncer tes intentions, arrête de chercher de la validation et agis dans le silence. Le vrai travail est invisible, inconfortable et ne se ressent jamais aussi bien que la fantaisie d'un nouveau départ. Veux-tu cesser d'être un projet inachevé? Alors, arrête d'attendre le moment idéal. Le moment idéal est un filtre déformant qui te sépare de la réalité. Le premier acte de souveraineté est d'agir pendant que les autres dorment dans leur gueule de bois physique, mentale et émotionnelle. C'est la différence entre être l'architecte de ta vie ou un spectateur qui se raconte des histoires sur ce que cela pourrait être. Personne ne te doit rien. Tu décides si aujourd'hui devient une anecdote de plus ou le premier vrai coup contre l'inertie. Lutte contre ta propre procrastination. Personne ne va te sauver. Choisis l'inconfort maintenant ou le regret plus tard. 2. Agisse sans attendre des conditions idéales. Tu te réveilles et la première chose que tu vois, c'est la lumière filtrant à travers les rideaux. Dehors, tout semble en pause, comme si le monde entier attendait que quelqu'un d'autre fasse le premier pas. Tu ouvres ton téléphone et tu vois des messages, des promesses, des gens disant que bientôt ça va changer, que cette année, oui, ça va être différent. Tu fermes les yeux et pendant quelques secondes, l'envie de rester immobile te séduit. Peut-être serait-il plus facile d'attendre que tout soit en ordre, que l'humeur revienne, que la motivation soit suffisante pour démarrer sans te sentir entraîné.
Voilà le premier obstacle, silencieux et constant. Cette voix intérieure qui te convainc que ce n'est pas encore le bon moment, que tu as besoin de clarté, d'énergie, d'un environnement plus propice ou simplement de moins de bruit dans la tête. Mais tu sais bien que la journée ne sera jamais parfaitement alignée avec ton désir d'avancer. C'est juste le mécanisme de défense de l'esprit confortable, celui qui procrastine, celui qui invente des exigences pour commencer, celui qui te vend l'idée qu'agir sans le contexte idéal est un gaspillage, pas une stratégie. Le problème, c'est que dans cet état d'attente, ce que tu construis est une version de toi-même piégée dans la précondition. On s'habitue à vivre en pause, à conditionner sa capacité à des facteurs que l'on ne contrôle pas. La météo, l'humeur, l'état d'esprit des autres, la certitude d'un plan parfait. Chaque fois que tu cèdes à ce schéma, tu renforces la croyance que tu as besoin de garanties, que tu ne vaux que si l'environnement est favorable. Mais le stoïcisme exige autre chose de toi, que tu t'entraînes à avancer même lorsque tout est loin d'être optimal. Le caractère se forge dans l'inconfort et dans la décision d'agir, même si l'esprit invente des excuses sophistiquées pour éviter l'effort. Quand tout semble t'inviter à la paralysie, le véritable défi est de bouger quand même, sans l'aval des conditions parfaites. C'est ainsi que l'on entraîne l'autonomie. C'est ainsi que l'on rompt la chaîne de la procrastination chronique. Celui qui attend le signal parfait s'habitue à vivre avec la dette du presque, du quand je pourrais, du plus tard. Il n'existe aucun système externe qui te libère de ce piège. La seule frontière réelle se trouve dans l'état d'esprit que tu choisis de nourrir. Si tu t'identifies à la version de toi qui n'agit que lorsque le vent souffle dans le bon sens, tu te condamnes à la dépendance. L'acte d'avancer, même à contre-courant, est ce qui transforme l'intention en résultat. Tu n'es pas tes plans, tu es tes décisions sous pression. Rends-toi inconfortable, rends-toi implacable. Attendre que tout soit propice est la recette sûre pour l'auto-tromperie. Le calendrier ne va jamais s'aligner avec tes envies, ni les circonstances te demander la permission de se compliquer. Si tu décides d'agir seulement lorsque tout est calme, tu vivras éternellement en reportant ta propre vie. La discipline, c'est agir même lorsque l'esprit crie que ce n'est pas le moment. L'élan de l'action est le seul filtre qui sépare la croissance réelle du stagnation décorée d'excuses. N'attends pas le contexte idéal. Fais-le inconfortable, fais-le incomplet, fais-le maintenant. Crois, construis ton identité avec une discipline quotidienne. Je dois l'admettre, l'image que j'ai de moi-même la plupart des jours est bien plus fragile que ce que j'aimerais accepter. Ce n'est pas seulement le poids des promesses non tenues ou la fatigue de tant d'essais infructueux, c'est cette conviction silencieuse, presque impossible à éradiquer, que je ne suis pas encore la personne que je devrais être. Découvrir cela n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Parce que si l'identité se construit avec ce que tu fais au quotidien et non avec ce que tu rêves de manière abstraite, alors chaque jour où je cède à la commodité, chaque excuse que j'accepte, est une brique de plus dans la structure de ma médiocrité. L'esprit a une capacité incroyable à justifier le stagnation. Il devient expert pour trouver des raisons sophistiquées d'éviter le vrai travail. Mais la vérité est inconfortable. Tout ce que tu répètes, tout ce que tu tolères, devient une partie de ce que tu es. Tu n'es pas le résultat d'une grande décision isolée, mais de milliers de petites décisions qui, additionnées, dessinent le contour de ton caractère. La discipline quotidienne n'est pas une stratégie pour atteindre des objectifs externes, c'est l'outil fondamental pour sculpter l'identité interne. C'est ici que la plupart se trompent. Ils croient que la discipline est une sorte de punition ou de sacrifice temporaire pour obtenir une récompense future. Mais la paradoxe est que la véritable transformation ne se produit pas lorsque tu franchis la ligne d'arrivée, mais dans la routine inconfortable et répétitive de chaque jour. C'est dans cet espace que tu te prouves à toi-même qui tu es, sans témoin ni applaudissements. Le changement authentique ne se sent pas héroïque ni excitant. En fait, il est souvent ennuyeux, monotone, parfois même ingrat.
Mais c'est le piège. Attendre que la discipline soit inspirante est le mécanisme parfait pour l'abandonner dès que l'émotion disparaît. La constance est l'épreuve la plus brutale de l'autocontrôle. Il ne s'agit pas d'une volonté surhumaine, mais de concevoir des systèmes qui t'obligent à agir, même si ton esprit te crie que cela n'a pas de sens, que personne ne regarde, que tu peux le remettre à plus tard. Il est facile de sous-estimer l'impact de ce que tu fais en privé, car la société t'entraîne à ne valoriser que le résultat visible. Mais chaque jour où tu respectes ce que tu as dit que tu allais faire, même si c'est un petit geste, tu accumules une preuve interne que tu peux te faire confiance. Cela, et seulement cela, renforce une identité solide. Il n'existe pas de raccourci ni de formule magique. La discipline quotidienne est le ciment invisible qui soutient toute aspiration à un changement profond. Personne ne devient quelqu'un de fiable du jour au lendemain. On s'entraîne, on se confirme, on se construit avec des répétitions inconfortables. L'identité est la somme de tes actes sous pression, pas de tes intentions dans des moments d'euphorie. La discipline quotidienne est une autodéfinition en temps réel. Si tu veux changer qui tu es, change ce que tu choisis de supporter. Les habitudes sont des votes silencieux sur le type de personne que tu es en train de devenir. Tu n'es pas tes intentions, tu es tes répétitions. 4. Travaille en silence. Évite la validation externe. Le travail silencieux ressemble à une promenade dans une rue peu fréquentée à l'aube, lorsque les lumières des fenêtres ne sont pas encore allumées et que l'asphalte est froid sous tes pas. Personne n'observe, il n'y a ni témoins ni applaudissements qui attendent au coin de la rue. On n'entend que le craquement de tes propres mouvements et le rythme constant de ta respiration. Dans ce décor, chaque action que tu choisis, fermer la porte sans faire de bruit, avancer sans regarder en arrière, porter le poids de tes propres attentes sans le lâcher au premier tournant, devient un acte de brutale honnêteté envers toi-même. La tentation de tourner la caméra de ton téléphone, de dire au monde que tu es déjà en route, est réelle et presque physique. Tu ressens l'élan dans tes doigts, comme si tu avais besoin de la confirmation extérieure pour valider que tes efforts ont un sens. Mais justement là, dans cette tension, se définit la fibre de ton caractère. Le véritable progrès est invisible la plupart du temps. Les fondations du changement ne font pas de bruit lorsqu'elles sont posées. Seul le bâtiment terminé attire l'attention, mais la structure qui le soutient se construit dans l'ombre, sans témoin. La validation externe est une drogue douce. Elle te donne un coup rapide de reconnaissance, mais te laisse vide lorsque l'euphorie se dissipe et qu'il n'y a plus de likes ni de mots d'encouragement. Chaque fois que tu annonces tes objectifs, chaque fois que tu cherches le regard approbateur des autres, tu dilues une partie de ta volonté dans l'opinion d'autrui. C'est un troc silencieux. Tu échanges ton autonomie contre un applaudissement fugace. Le stoïcisme le comprend bien. Travailler en silence n'est pas un vœu d'invisibilité ni une pose de fausse humilité, c'est l'entraînement délibéré de la souveraineté intérieure. C'est apprendre à te soutenir dans ton propre jugement, à avancer même si personne ne le sait, à tolérer le poids de l'incertitude sans chercher de soulagement dans l'approbation collective. Le muscle le plus difficile à renforcer est celui de l'auto-affirmation. Faire ce que tu dois faire, même si tu ne reçois aucune récompense visible. Ce que tu construis en privé crée des fondations qui ne s'effondrent pas lorsque l'environnement change. La plupart des gens cherchent des témoins parce qu'ils craignent que l'effort en solitaire ne compte pas, comme si la valeur d'une journée disciplinée avait besoin d'un enregistrement public pour exister. Mais la vérité est plus crue. Seul ce que tu fais sans besoin de spectateurs définit ce que tu es vraiment. La discipline authentique n'a pas besoin de projecteurs. Elle se nourrit de l'accomplissement silencieux, du devoir accompli, même si personne n'applaudit. C'est la différence entre l'addict à la validation et l'architecte de sa vie. Seul celui qui construit en silence finit par être maître de ce qu'il édifie. Souviens-toi de cela. Le travail invisible n'est jamais du temps perdu. Ce que tu fais en secret est la partie de toi que personne ne peut te prendre. Ne cherche pas de témoin. Cherche la conviction.
Travaille en silence et laisse les résultats être la seule preuve dont tu as besoin. 5. Analyse ton passé sans auto-illusion. Personne n'échappe indemne à son propre passé. C'est la vérité que la plupart s'efforcent de maquiller avec des excuses et des récits à moitié. Si tu veux que cette année soit différente, arrête de te raconter des histoires de victimes et fais face une bonne fois pour toutes à l'évidence brutale de ton historique. Il ne s'agit pas de te flageller ni de te vautrer dans d'anciennes erreurs, mais de regarder en face ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait, sans embellissement ni justification. L'auto-illusion est le mécanisme le moins cher de défense. Elle te convainc que tes échecs étaient la faute de l'environnement, de la malchance, des autres qui ne t'ont pas compris. Mais tant que tu continues à jouer le rôle de l'innocent incompris, tu porteras le même sac à dos de schémas autodestructeurs, répétant des cycles déguisés en apprentissage. Le stoïcisme exige une chirurgie, pas une anesthésie. Pourquoi insistes-tu à ne voir que ce qui t'arrange, à filtrer les souvenirs pour sauver ta propre fierté? La maturité commence lorsque tu es capable de faire l'inventaire réel de tes décisions et de reconnaître avec une brutalité honnête où tu as échoué par manque de courage, où tu as cédé par confort, où tu as préféré les applaudissements faciles à la discipline inconfortable. Aucun progrès n'est possible tant que tu continues à éditer ton histoire pour ne pas te sentir coupable. L'auto-analyse sans filtre est la chose la plus difficile que tu puisses faire, car elle te laisse sans excuse et t'oblige à accepter que le principal responsable de ta situation actuelle, c'est toi-même. C'est inconfortable, oui, c'est rude, oui, c'est pourquoi si peu osent vraiment le faire. La compassion mal comprise est un piège. Elle te permet de te sentir spécial dans ta douleur, mais elle te condamne à la répéter. Ton passé ne te définit pas, mais il te conditionne, et il continuera à le faire jusqu'à ce que tu décides de l'affronter sans distorsion. La douleur de la vérité est temporaire. Le prix de l'auto-illusion est une vie stagnante. Tu n'es pas le résultat des choses qui t'ont été faites, mais des décisions que tu as prises ensuite. Arrête de t'écrire des lettres de justification. Fais l'audit de ton passé comme on examine un relevé bancaire. Chaque erreur est une dépense, chaque réussite un investissement. Ce n'est qu'à partir de là que tu peux tracer un plan qui ne soit pas une fantaisie. L'autocritique sincère est le point de départ du changement réel. Ceux qui se mentent à eux-mêmes sont condamnés à échouer avec style. Ceux qui regardent leur passé sans anesthésie peuvent réécrire leur futur. Ton histoire pèse, mais ce n'est pas une condamnation. L'honnêteté brutale est le seul chemin vers la liberté. Ne maquille pas ton historique, que cette année ne soit pas un autre chapitre d'excuses recyclées. Ton solde émotionnel dépend de ce que tu choisis d'affronter aujourd'hui. 6. Créer des systèmes ne dépend pas de la motivation. La motivation est une ressource instable. Attendre de te sentir inspiré chaque matin est une recette sûre pour l'échec. La plupart des gens ne veulent pas l'admettre, mais ce qui détermine vraiment le cours de tes journées n'est pas l'euphorie du moment, mais la structure invisible de tes habitudes et systèmes. Tu peux te tromper en croyant que la volonté sera suffisante, que l'enthousiasme suffira à soutenir chaque tentative de changement. Mais tôt ou tard, la réalité s'impose. La motivation monte et descend, se dissout face à la fatigue, la frustration ou le premier obstacle réel. Si tu dépends de cet élan éphémère, ta vie sera un cycle interminable de départs frénétiques et d'abandons silencieux. La véritable discipline ne naît pas du fait de ressentir l'envie, mais d'avoir un système qui t'oblige à agir même quand tu ne le veux pas. L'auto-tromperie la plus courante est de croire que tu es une personne disciplinée, simplement parce que tu as de bonnes intentions. En vérité, tu es aussi solide que les systèmes qui soutiennent ta routine lorsque la motivation disparaît. Ce qui n'est pas systématisé dépend de ton humeur, et faire confiance à ton humeur, c'est comme construire sur un sol instable. Tu perds tout au premier tremblement de doute ou de fatigue. Le mécanisme interne qui sabote tes tentatives de changement est subtil mais dévastateur. Tu te convaincs que demain tu te sentiras plus motivé,
que tu as juste besoin d'un peu plus d'inspiration, comme si ce carburant émotionnel allait se matérialiser de nulle part. Mais ce qui te maintient vraiment bloqué n'est pas le manque d'envie, mais l'absence d'un environnement conçu pour rendre l'action inévitable. L'esprit cherche le chemin de moindre résistance. Si tu laisses tout à ton jugement momentané, tu finiras toujours par choisir ce qui est le plus facile, le plus confortable, ce qui ne nécessite pas de friction. C'est pourquoi les systèmes importent plus que les intentions. Un système est l'ensemble de règles, d'horaires et de structures qui éliminent la négociation interne. C'est le rappel physique que tes décisions ne dépendent pas de comment tu te sens aujourd'hui, mais d'un engagement préalable envers ce que tu as décidé d'important. La psychologie est claire. Plus tu as de décisions à prendre sur le moment, plus tu laisses de place à l'autosatisfaction. Chaque décision improvisée est une porte ouverte au sabotage interne. Un système bien construit réduit la friction, automatise l'essentiel et laisse moins de place à la paresse déguisée en raisonnement logique. Tu n'es pas ta motivation, tu es la solidité de tes systèmes. C'est la ligne de démarcation entre ceux qui répètent des promesses et ceux qui soutiennent des résultats. Tu n'as pas besoin de te sentir inspiré pour faire ce que tu dois faire. Tu as besoin d'un environnement, d'une routine et de règles personnelles si claires qu'agir devient la seule option raisonnable. La motivation est un mirage. Le système est le sol ferme sous tes pas. Si tu veux avancer, conçois ton environnement pour que l'action correcte soit la plus facile, pas la plus héroïque. Ne fais pas confiance à tes envies, fais confiance aux mécanismes que tu as construits pour ne pas te décevoir, même dans tes pires jours. La motivation est une dette qui est toujours reportée. Le système est un paiement automatique qui n'admet pas d'excuses. 7. Affronte la réalité avec une sobriété brutale. Le réveil sonne et presque sans y penser, votre main cherche le bouton de répétition. La lumière de l'écran vous rappelle l'heure, le calendrier vous montre le jour. Début d'année. Mais la fatigue et l'habitude pèsent plus que toute promesse que vous avez faite la nuit dernière. La routine s'impose avec la même force que d'habitude. Vous ouvrez votre courriel, voyez des messages sans importance et vous réalisez qu'en essence, rien n'a changé sauf le chiffre sur la date. Cette scène, si commune et silencieuse, est le portrait le plus fidèle de l'auto-illusion. Nous préférons détourner le regard plutôt que d'affronter le fait que les problèmes et les limitations restent intacts, attendant d'être résolus par quelqu'un qui ne viendra jamais. La tentation d'adoucir la réalité est énorme. Nous filtrons ce qui nous dérange, justifions les mêmes erreurs avec des récits de plus en plus élaborés, et ainsi nous reportons la seule tâche qui compte vraiment. Regardez ce qui est, pas ce que nous souhaitons qu'il soit. La sobriété brutale n'est ni cruauté ni cynisme. C'est l'outil le plus précis que vous avez pour couper court à la fantaisie improductive. Analysez votre situation sans filtre ni ornement. À quoi bon répéter des mantras d'optimisme si vous n'avez pas démonté les habitudes qui vous maintiennent piégés? Chaque fois que vous adoucissez votre diagnostic, vous investissez dans une illusion qui ne fait que retarder l'affrontement avec le travail réel. Le mécanisme est clair. Plus vous déformez la réalité pour qu'elle fasse moins mal, plus la facture émotionnelle que vous devrez payer ensuite devient élevée. Être positif sans fondement est une autre forme d'anesthésie. Un masque qui vous protège momentanément, mais affaiblit votre capacité à agir avec intelligence stratégique. Le stoïcisme ne demande pas que vous renonciez à l'espoir, mais exige que l'espoir soit soutenu par un inventaire brut de faits, non par des désirs vides. Affronter la réalité avec sobriété implique de démonter le théâtre intérieur où vous êtes victime des circonstances. C'est un exercice de précision inconfortable. Identifier des schémas, calculer des coûts, assumer la responsabilité sans négocier avec la culpabilité ni avec la vanité. Ici, il n'y a pas de place pour l'auto-indulgence ni pour le réconfort bon marché. La clarté est le premier pas vers un changement réel. Lorsque vous rejetez les fantasmes et que vous ne restez qu'avec ce qui est, vous gagnez un avantage stratégique.
Vous savez exactement où attaquer le problème, quelles ressources vous avez et quelles fractures vous devez réparer dans votre caractère. Il ne s'agit pas de tomber dans le pessimisme, mais de vous entraîner à voir ce que les autres ne veulent pas voir. La vérité sans filtre est le début de la souveraineté. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez construire des systèmes et des routines qui répondent aux faits, pas aux excuses. La plupart fuient la sobriété parce qu'elle fait mal, parce qu'elle confronte, parce qu'elle ne laisse pas de cachette mentale. Mais c'est précisément ce malaise qui vous donne l'opportunité de vous réinventer. Analyser votre vie avec une froideur chirurgicale est un acte de respect de soi. Cela vous oblige à cesser de négocier avec vos faiblesses et à affronter chaque jour avec la lucidité de celui qui ne se raconte plus d'histoire. La réalité n'est pas négociable. Soit vous l'affrontez avec courage, soit vous devenez l'otage de vos propres déguisements. Sans sobriété, il n'y a pas de progrès, seulement une répétition déguisée. Maintenant, choisissez. Allez-vous continuer à éditer votre diagnostic ou allez-vous attaquer de front ce qui vous freine? 8. Célébrez le devoir accompli, pas l'euphorie. Je l'admets, j'ai ressenti cette douleur inconfortable après avoir terminé quelque chose d'important, comme si le travail accompli n'avait pas grande valeur s'il n'y a pas d'explosion d'émotions, comme si seule la célébration de ce qui semble grandiose ou électrisant en valait la peine. Je me retrouve à fermer l'ordinateur, le dos tendu, les mains froides, regardant l'horloge et attendant qu'à un moment donné, la satisfaction me traverse comme un éclair. Mais la réalité frappe avec un silence sourd. Il n'y a pas de feu d'artifice, pas de selfie de victoire, pas d'avalanche de félicitations. Il ne reste que la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Et dans ce vide apparent, je découvre quelque chose d'essentiel. La véritable récompense réside dans l'accomplissement méticuleux, pas dans l'euphorie tant idolâtrée par le monde moderne. J'observe autour de moi et je vois comment tout est conçu pour récompenser l'enthousiasme superficiel. Chaque réseau social, chaque annonce, chaque conversation où les gens décrivent leur réussite avec un drame théâtral est orienté à transformer chaque avancée en un spectacle. Mais le devoir accompli, cet acte sobre de faire ce qui doit être fait, même si personne ne regarde, passe inaperçu. Pourtant, c'est là que réside la véritable force. Je fais attention aux détails, les assiettes lavées et empilées sans applaudissements, le document envoyé à temps sans témoin, la routine terminée dans la pénombre de l'aube, alors que la ville bâille encore. Ce sont des gestes concrets, presque anonymes, mais chargés d'une dignité qui ne dépend ni de l'adrénaline ni des ovations des autres. J'apprends, à force de répétition, que s'attendre à des sensations épiques après avoir accompli son devoir est un piège émotionnel. L'impulsion de chercher une récompense immédiate, un coup de dopamine, est le même mécanisme qui nous pousse à abandonner des projets dès que l'émotion s'estompe. L'esprit devient accro à la célébration prématurée et oublie l'importance du processus silencieux. C'est pourquoi je célèbre le fait d'accomplir même lorsque l'émotion brille par son absence. Je célèbre d'avoir tenu ma parole, d'avoir résisté à la tentation de procrastiner, d'avoir bouclé la boucle même si la récompense est à peine perceptible. L'important n'est pas comment tu te sens, mais ce que tu maintiens. C'est la ligne qui sépare ceux qui avancent de ceux qui restent en attente d'un signe magique. Dans la vie quotidienne, peu de gens remarquent la différence entre celui qui accomplit et celui qui ne fait que promettre. Mais toi, tu le sais, car tu le ressens dans ton corps, le dos droit après avoir accompli, la fatigue authentique qui n'a pas besoin de justification, le silence intérieur qui ne vient qu'après avoir terminé ce que tu as décidé de commencer. La célébration la plus puissante est celle que tu fais en privé, sans musique ni spectateur, juste avec la certitude qu'aujourd'hui, tu ne t'es pas trahi. Le devoir accompli est la seule victoire qui ne s'estompe pas. Deviens accro à cette sobriété, à ce petit moment où tu reconnais ta propre solidité, car c'est là que se forge le caractère que nul applaudissement ne peut fabriquer. 9. Protège ton énergie des pièges sociaux.
Tu es comme un réservoir d'énergie avec des fuites invisibles. Chaque fois que tu cèdes à la pression sociale, chaque fois que tu acceptes des conversations vides, des engagements que tu ne veux pas ou des rituels collectifs qui n'existent que pour que personne ne se sente exclu, tu perds de la force sans t'en rendre compte. C'est un drainage lent mais implacable. On ne le remarque pas sur le moment, mais vient la nuit et tu te demandes pourquoi tu es épuisé sans avoir réellement fait quelque chose d'important. Te rends-tu compte de la quantité d'énergie que tu perds juste parce que tu ne sais pas dire non, par peur de détonner, par crainte de porter le poids de la désapprobation des autres? Voici la racine du problème. La société entraîne ses membres à se diluer dans la masse, à applaudir la médiocrité partagée, à célébrer l'irrélevant et à punir celui qui ose protéger son temps et sa concentration. Ce n'est pas un hasard. Le système est conçu pour que tu sois fonctionnel, pas souverain, obéissant, pas autonome. Chaque fois que tu participes à la farce de la validation collective, c'est comme si tu signais un billet émotionnel qui te laisse avec moins de ressources pour ce qui compte vraiment. Le piège social n'a pas toujours l'apparence d'une fête bruyante ou d'une réunion interminable. Parfois, c'est le message anodin qui te vole 5 minutes, l'invitation déguisée en courtoisie que tu sais qu'elle ne fera que te distraire, ou le commérage collectif qui t'entraîne à donner ton avis sur des sujets qui ne te construisent même pas d'1 millimètre. Défendre ton énergie est un acte de guerre silencieuse contre la pression de l'intégration. Ce n'est pas une rébellion superficielle, c'est une stratégie de haute performance. Le stoïcisme ne te demande pas d'être un ermite, il exige que tu aies du discernement. Cela signifie choisir tes batailles, fermer la porte à la pollution émotionnelle que produisent les drames des autres, les débats stériles et le besoin d'être toujours disponible pour tous, sauf pour toi-même. Chaque oui automatique est une fracture dans ta souveraineté. Chaque fois que tu tolères l'usure de la superficialité sociale, tu t'éloignes un pas de ta meilleure version. Tout ce qu'on te demande ne mérite pas une réponse. Tout ce que le monde célèbre n'est pas précieux. Gravez cela dans ta peau mentale. Protéger ton énergie implique d'accepter que tu vas être pointé du doigt, critiqué, voire isolé par moments. C'est le prix de l'autonomie réelle. La plupart préfèrent la fatigue de l'intégration à l'inconfort de l'authenticité. Mais c'est à toi de décider. Soit tu deviens le gardien féroce de ton propre temps et de ton attention, soit tu continues d'être la banque émotionnelle des autres. Personne ne va te donner la permission de te prioriser, tu vas devoir le prendre. La discipline ne se cultive pas seulement à la salle de sport ou dans la routine de travail. Elle se forge surtout dans la capacité à dire non sans culpabilité, à poser des limites sans s'excuser, à disparaître des scènes triviales pour apparaître dans les moments cruciaux de ta propre vie. L'énergie que tu gaspilles dans le socialement obligatoire est la même qui te manque quand vient le moment de réaliser tes objectifs privés. Ne te trompe pas. Personne ne se souvient de celui qui s'est sacrifié pour s'intégrer, mais tout le monde reconnaît celui qui a marqué son territoire et défendu ce qui compte. La souveraineté commence par l'autodéfense énergétique. Cesse d'être un donateur anonyme dans la collecte de la médiocrité. Protège ton énergie comme tu protégerais ta dernière ressource en cas d'urgence. Ce que tu ne défends pas, tu le perds. 10. Prends la responsabilité de ta souveraineté personnelle. Prends les choses en main ou tu vivras toujours sous des ordres extérieurs. Il n'y a pas d'autre choix. Tout ce que tu tolères, tout ce que tu laisses passer est une cession de ta souveraineté personnelle, un transfert invisible de ton pouvoir vers les circonstances, vers les désirs des autres, vers les inerties que tu ne remets jamais en question. Le mécanisme est subtil, tu l'appelles adaptabilité. Tu le justifies par des phrases comme « je préfère éviter les problèmes » ou « je ne veux pas déranger », mais au fond, tu sais qu'à chaque fois que tu choisis de ne pas déranger, ce que tu fais, c'est renoncer à ton propre gouvernement. Le conflit le plus profond n'est pas externe, c'est la lutte interne entre la partie de toi qui veut du contrôle et celle qui préfère le confort de se laisser entraîner. C'est là, dans cette tension, que se définit le cours de ta vie.
Être souverain n'est pas une posture hautaine ni une déclaration publique, c'est une responsabilité inconfortable qui exige que tu te regardes sans excuse et que tu reconnaisses combien de fois tu as préféré céder plutôt que d'assumer le coup de décider par toi-même. L'esprit a des mécanismes efficaces pour saboter ta souveraineté. Il se réfugie dans l'habitude, conçoit des contrats secrets avec la médiocrité et te murmure qu'il est plus facile de blâmer l'environnement que d'accepter que c'est toi qui n'as pas mis de limite. L'auto-tromperie est une stratégie de survie, mais aussi un frein à toute tentative d'autonomie réelle. Tu te convaincs que tu n'as pas de marge de manœuvre, que tout dépend de facteurs externes, et ainsi tu t'exonères de l'obligation de choisir. Mais la vérité est inconfortable. Chaque fois que tu ne décides pas pour toi, tu décides que d'autres le fassent. Il n'y a pas de neutralité dans la souveraineté personnelle. Soit tu la réclames, soit tu la perds. La liberté ne se demande pas, elle s'exerce. C'est une phrase qui semble simple, mais qui fait mal quand tu l'analyses en profondeur. Il ne s'agit pas de défier le monde à chaque instant, mais d'identifier dans quels espaces de ta vie tu agis comme un spectateur passif et dans lesquels tu oses maintenir des décisions, même si cela a un prix. Prendre la responsabilité de ta souveraineté implique d'accepter le poids de tes choix sans répartir la facture entre les autres. C'est une forme de maturité que l'on acquiert en disant non quand il est plus facile d'acquiescer, en maintenant tes priorités, même si cela implique de décevoir les attentes des autres, en restant ferme lorsque la pression collective te pousse à te diluer. La véritable estime de soi ne naît pas d'affirmations vides, mais de l'évidence concrète que tu es capable de protéger ton territoire intérieur. Tu ne défends pas ta souveraineté avec des mots, mais avec des limites. Le conflit émotionnel apparaît lorsque tu ressens l'inconfort d'aller à contre-courant, mais ce malaise est le prix de la liberté. Personne ne va te remettre ton indépendance enveloppée dans une promesse de facilité. Tu devras l'arracher des mains de l'habitude, de la peur, de la tendance à plaire. Commence aujourd'hui, choisis un espace, une décision, une frontière, et prends la responsabilité du résultat, sans excuse. C'est ainsi que se construit la souveraineté personnelle, brique par brique, jour après jour, jusqu'à ce que l'autonomie devienne